Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Takota qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Bolodjoa Alain, coordonnateur d'un mouvement politique, nouvelle classe politique de l'opposition et initiateur du parti Le BAT. Monsieur Alain Bolodjoa, comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Un réel plaisir pour moi de vous recevoir en tout cas, sur merci ce plateau pour la première fois. Alors parlez-nous un peu de votre parti, Le BAT. Oui, c'est un parti politique à tendance idéologique progressiste. Oui. Les BAT veut tout simplement dire lèvons-nous et bâtissons. C'est un parti qui est déjà en marche. Non, qui est en train d'être créé. Nous avons fini tout ce qu'il y a comme démarche par rapport à la conception et surtout à l'élaboration de nos statuts. Nous sommes en train de fignoler quelques stratégies justement pour que nous arrivions à avoir l'agrément au niveau de l'administration. Et c'est un parti de l'opposition. Naturellement. Donc vous faites une opposition républicaine. Hein? Toutes les oppositions ont toujours été républicaines, mais nous sommes plutôt dans le radical. Ah, dans le radical, waouh. Alors, M. Bolodjoa, Kigali et Kinshasa viennent de signer des accords commerciaux. Alors, dites-nous, comment avez-vous trouvé ce rapprochement entre la RDC et Kigali assumé malgré rancœur et crispation? Bon, je ne sais pas si ça sera considéré comme un rapprochement, parce que déjà la personne qui assume la fonction du président a toujours été en relation de sainteté avec le Rwanda. Même lorsque le Congolais pleurait, l'UDPS a toujours été proche. Il vous souviendra vers les années 2002, lorsque le participant aux assises de Sun City avait signé l'accord dit accord des cascades, justement pour isoler le Rwanda. La famille UDPS s'était consolidée avec le Rwanda justement pour faire pression aux autres partenaires afin de revenir pour que nous ayons ce qu'on a appelé l'accord global et inclusif. Ce qui veut dire que Étienne Tshisekedi, qui est le père idéologique et politique de M. Félix Tshisekedi, a toujours été en relation de sainteté avec le Rwanda. Avec le Rwanda, lui qui a beaucoup critiqué Joseph Kabila. Il a traité Joseph Kabila de tout le nom du Rwandais, tout ça. Oui, critiquer Kabila et être au service du maître de Kabila sont deux choses différentes. Ah bon. Étienne Tshisekedi a toujours été en relation de sainteté avec le Rwanda. Vous allez apprendre avec le temps que lorsque l'AFDEL s'est constitué, on a fait recours au service de Félix Tshisekedi pour fragiliser Mobutu au niveau interne. M. Félix Tshisekedi avait envoyé son émissaire Olinga Nkoy pour aller rencontrer l'AFDEL quand ils étaient encore au niveau de Lubumbashi. La quasi-majorité de gouverneurs qui étaient à l'époque, pendant que Laurent Désiré Kabila était proposé par l'UDPS, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont surpris, mais nous savions que M. Félix Tshisekedi et Kagame sont de copains comme cochons. C'est son frère, malgré le propos négationniste de Kagame, il n'avait pas réagi parce qu'ils étaient... Non, mais effectivement, tout le monde sait. Ceux qui s'intéressent aux questions politiques savent qu'Étienne Tshisekedi était pratiquement un père pour Kagame. Aujourd'hui, les gens sont surpris. Mais ce qui est quand même décevant, madame, nous sommes dans un pays qui a été victime de beaucoup de guerres. Oui. On a dénombré beaucoup de personnes et beaucoup de morts. Mais c'est pourquoi il y a eu même ces accords, non? Non, mais ça c'est très grave. Des minerais de non, mais madame, ça c'est pour éviter, parce que non, mais attendez, c'est une guerre des minerais. Non, mais attendez, ça c'est très grave. Et fort malheureusement, ce que vous dites, vous ne faites que ressasser ce qui a été dit et par ceux qui prétendent être au pouvoir. Madame, ceux qui sont non, mais ils ne sont pas au pouvoir. Ils assument de fonctions. Ils ne sont pas au pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir de décider. Ça n'engage que vous. Bien évidemment. Ils n'ont pas le pouvoir de décider parce que eux tous sont aliénés par le pouvoir occulte. C'est-à-dire que ceux qui détiennent le vrai pouvoir sont ailleurs. Ce qui me fait mal, madame, c'est de voir qu'aujourd'hui, on veut nous dire que la justice n'a plus de place. Et pourtant, en prenant déjà le triptyque que nous appelons notre devise, justice, paix, travail, il est clairement dit, avant que nous espérions à la paix, on doit commencer par la justice. Quand on parle de la justice, il faut que la personne qui a commis de forfait puisse se reconnaître ou sinon soit sanctionnée pour que cette fois-là, nous puissions consolider la fibre sociale. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi nous amène un modèle de paix qui consiste à brader nos ressources moyennant la paix. Ça, c'est très grave. Ça, c'est humiliant. Ça, c'est injurieux de voir qu'aujourd'hui,
c'est lui qui prétend être président, puisse se permettre selon vous, de marcher. Ces accords ne vont pas aider Non, mais c'est une insulte. les deux pays. Non, mais attendez, madame. Quand vous parlez de pays, vous parlez de pouvoir. Vous parlez des régimes, mais pas avec la population. Le pays veut dire la population et ses dirigeants. Bien sûr. Mais allez poser la question à tous nos frères de l'Est. Tous ceux qui ont été meurtris par Kagame, par Museveni, vont-ils accepter de vivre comme ça avec des gens qui ont eu occasionné autant de morts? Il faut savoir faire des concessions. Non, mais faire des concessions avec des personnes qui reconnaissent leur bévue. Même la Belgique, la France n'a pas fait de concessions avec l'Allemagne sans qu'il y ait reconnaissance des faits. Nous étions en justice, nous sommes en justice contre l'Ouganda. L'Ouganda a reconnu le fait. Aujourd'hui, nous savons que l'Ouganda nous doit de l'argent, bien que la naïveté de ceux qui prétendent être au pouvoir semble étouffer l'affaire. Mais avec le Rwanda, ce n'est pas le cas. Il ne reconnaît même pas nos morts. Il a reconnu après. Non, mais il n'a jamais reconnu. Kagame n'a jamais reconnu le mort. Il a fait une déclaration ici en France, quand ils étaient allés faire des courbettes à Macron, et il n'a pas reconnu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au nom de la paix, M. Félix Tshisekedi devait brader nos ressources. Il apparaît, à mon sens, comme un mari qui trouve ses enfants tabassés, tapés par un voisin, et le monsieur s'est permis de violer sa femme. Le fait seulement qu'il a peur d'être frappé, il donne sa fille, il cède sa fille. Ça, c'est donner une sorte de prime à M. Kagame pour avoir tué le Congolais. Donc, selon vous, il ne fallait pas qu'il y ait 6 accords. Parce qu'il y a eu 3 accords. Non, mais je pense. Non, mais ce sont des accords commerciaux. La protection des investissements, oui. Non, mais madame, déjà, il y a un sérieux problème. Et pour éviter aussi l'évasion fiscale. Hein. Non, mais ça, ce sont des inepties développées par des inconscients. Parce que je ne vois pas comment on peut commencer à traiter avec le Rwanda alors que nous n'avons pas résolu le problème qui touche toute la nation. La guerre de l'Est. Si le gouvernement considère pour sa part l'essentiel, c'est d'essayer d'orloter ou sinon de caresser M. Kagame dans le sens de poil, sachez-le très bien, la conscience collective voudra qu'il y ait d'abord justice. Et ces accords ne mettront pas fin à cette guerre? Non, mais madame, vous parlez de quelle guerre? Mais la guerre de l'Est. Non, mais la guerre de l'Est. On parle toujours de la guerre de l'Est est multidimensionnelle. Parce qu'il y a des groupes armés qui sont en train d'exploiter nos minéraux illicitement. Madame, si c'est ça le raisonnement de M. Félix Tshisekedi, je suis désolé. La guerre de l'Est est multidimensionnelle. Il y a plusieurs variables qui entrent en ligne de compte. Il ne suffit pas seulement de considérer le cessez-le-feu comme la fin de la guerre. Lorsque vous bradez notre dignité, pensez-vous vraiment que nous serons en paix? Pensez-vous vraiment que nous tous, nous sommes des inconscients? Avec ces accords, notre dignité est bradée. Non, mais bien évidemment. Mais pourquoi Mamadou Ndala a été tué? Pourquoi Baouma est mort? Pourquoi Mbouza Mabé, tous ces jeunes-là qui se sont sacrifiés pour la République? Pourquoi avoir décrété l'état de siège? Si vous savez que l'état de siège ne servait à rien, il fallait seulement donner toutes les richesses au Rwanda. Le fait seulement que vous avez décrété l'état de siège, c'est que veut dire que vous reconnaissez que la guerre peut aussi être une solution. Vous êtes contre ces accords? Non, mais je considère que c'est de la naïveté. De la naïveté. Voilà. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'état de siège. Hein, le président de la République séjourne dans la partie est du pays depuis quelque temps. Ça fait au moins, je crois, plus de 2 semaines. Alors, dites-nous un peu, quelle évaluation faites-vous de l'état de siège? Non, mais M. Félix, c'est qu'il l'a fait. Il a compris que l'état de siège ne servait à rien. Il a même dénoncé la mafia aussi, hein, non, mais attendez, dans l'armée. Hein. Attendouille, madame. Trop de magouilles. Non, mais effectivement, mais qui est à la tête? Qui est le commandant en chef? C'est lui le commandant. Mais non, mais effectivement, ce qui veut dire que... Peut-être qu'il n'était pas au courant. Non, mais comment voulez-vous qu'il soit au courant alors qu'il est préoccupé à tout, sauf à la question qui touche à la population? Mais ce fait, c'est qu'il ne s'intéresse pas aux questions de la sécurité des Congolais. Mais comment pouvez-vous dire ça? Non, mais lui ne vise que les intérêts de son parti. Parce que nous voyons aujourd'hui ce qui s'est fait. Madame, comment voulez-vous? Il est le président de Congolais. Non, mais il peut être président, mais un président inutile. Parce que la finalité d'un président, la fonction du président, c'est de chercher à trouver des solutions aux problèmes de la population. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Non, mais madame, il cherche à trouver des solutions aux problèmes de Rwandais et de Ougandais, madame. Mais c'est fait, c'est qu'il n'est pas à notre service. Est-ce qu'il connaît nos problèmes? Il a décrété l'état de siège, il est là-bas. Depuis 2019, il a dit qu'il allait installer le quartier général des FRDC. Mais non, qu'il est là, vous n'êtes toujours pas satisfait. Non, mais madame, on n'a pas besoin de solutions cosmétiques.
Donc cet état de siège ne va pas résoudre. Non, mais lui-même l'a dit, madame, il suffit seulement ouais. de suivre la chronologie des faits pour vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi vient de mettre en pâture tout ce qu'il a eu à construire. Voyez-vous, lorsque vous bâtissez le pays sur de mensonges, c'est ça les résultats, madame. Comment pouvez-vous expliquer? Vous avez décrété l'état de siège dans le souci de restaurer la paix et l'autorité de l'État. Oui. Ça, ce sont deux dimensions qu'il faut intégrer. Aujourd'hui, nous dit non, voilà, tout ce que nous avons fait là, ça ne sert à rien, étant donné que nous avons reconnu que le Rwanda est derrière. Au lieu que le Rwanda vienne les tuer, eh bien, nous pouvons donner officiellement nos ressources au Rwanda pour que cette fois-là, nous bénéficions de la paix. Tous ceux qui sont morts là sont morts pour rien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, M. Félix, c'est qu'il considère pour sa part... Donc, dans ces accords, la population congolaise... C'est de la haute trahison. Ne va pas bénéficier. C'est de la haute trahison. Et je comprends pourquoi le relique de Lumumba n'est pas venu. Je comprends. C'est pourquoi? Non, même Lumumba ne pouvait pas supporter cela. Est-ce que vous savez que nous avons des gens qui se sont sacrifiés? J'ai cité ici Mamadou Ndala. Il est mort pourquoi? Pour la dignité. Entre la paix et la dignité, M. Félix Tshisekedi choisit la paix. Cette paix factice qu'il veut nous offrir, il doit savoir que nous n'allons pas abdiquer à notre responsabilité en tant que peuple souverain. On restera intransigeant. Nous n'accepterons jamais que le Rwanda vienne marcher sur la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la République. Voilà. Mais par rapport aux pratiques mafieuses quand même dans l'armée, ne trouvez-vous pas que le chef de l'État est quelque part trahi dans ses efforts? Madame, c'est lui qui nous a trahis. Parce que lorsque nous disions qu'il y avait un problème... Mais il recherche la paix. Non mais madame, on ne recherche pas la paix à n'importe quel prix, madame. Tous les moyens ne sont pas bons. Non mais attendez, madame. Citez-moi ne fût-ce qu'un seul pays qui a négocié la paix en position de faiblesse. Citez-moi, madame. Non mais, il y a des grandes puissances telles que les États-Unis. Au niveau du Soudan, le Soudanais n'ont pas... Au niveau du Vietnam... Les Vietnamiens n'ont pas négocié la paix en position de faiblesse. Ils se sont battus contre la grande puissance mondiale. Et aujourd'hui, vous ne sentez pas que le Vietnam garde quand même une certaine dignité? Et vous voulez qu'on vous offre la paix comme ça? Mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui ont été tués? Qu'est-ce que vous faites de toutes ces victimes-là? Tous ces gens-là, des hommes, des femmes qui ont vu leurs enfants être tués. Tous ceux qui ont été amputés des bras, des jambes, eux n'ont pas droit à la justice. Et par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous proposez? La guerre. D'indexer des... Madame, je suis clair. La guerre. La guerre, comme Mouzitou l'avait bien dit. La guerre, pas comme Mouzitou, comme la Constitution l'a dit. Oui. La guerre. Il faut faire la guerre au La Rwanda. guerre, il n'y a pas d'autre solution. Tout ce que vous proposez là sont des solutions palliatives. Mais s'il n'y a pas la guerre... Il y a assez de moyens. Non, mais attendez, mais comment voulez-vous savez, que nous ayons là... Dans notre FRDC, l'armée, déjà, il y a des étrangers qui viennent... Non, mais bien évidemment, parce que lui déclare que tous ces gens-là sont des Congolais. Madame, je vous dis, tout ce que nous allons préconiser en dehors de la guerre, ça ne sera que des solutions palliatives. Si la communauté internationale ne veut pas que nous fassions la guerre au Rwanda, elle doit s'impliquer cette fois-ci sans hypocrisie. Par la justice. Vous trouvez que la communauté internationale... Non, mais la communauté internationale tire des dividendes, madame. Avec la MONUSCO qui est là sur place. La communauté internationale... La MONUSCO travaille avec l'armée. La communauté internationale tire des dividendes. Il serait naïf de notre part de considérer que ces gens-là sont à notre service. Qu'est-ce que la France gagne s'il y a la paix au Congo? Qu'est-ce que les États-Unis gagnent s'il y a la paix? Qu'est-ce que la Grande-Bretagne gagne s'il y a la paix? Parce que lorsque le Rwanda nous tue, ce sont eux qui sont les bénéficiaires. Voyez-vous, aujourd'hui, ça a été démontré. Je veux citer ici M. Pascal Niembwe, qui est chargé de certifier le matière précieuse. L'avait dit clairement au niveau du Conseil de sécurité que ceux qui sont tireurs de ficelles, ce sont les industries de ces pays-là. Aujourd'hui, le Rwanda va raffiner l'or. Mais sachez-le très bien, il y a les Anglais là-bas. Oui, nous aussi, nous avons notre entreprise ici, au Maniema, au sud Kivu, qui vont travailler ensemble. Madame, je vous dis, les Anglais sont bénéficiaires, les Belges sont bénéficiaires, tout le monde bénéficie sauf nous.
Sauf le Congolais. Sauf le Congolais. Voilà pourquoi nous disons, la solution est la meilleure, c'est de faire la guerre. Mais si nous ne pouvons pas faire la guerre, c'est justement parce que le commandant en chef est défaillant. Voilà pourquoi nous préconisons l'article 64. Eh bien, nous allons parler autre chose. Baisse des prix des denrées alimentaires. La FEC s'oppose. Pourquoi? Non, mais madame, vous savez, dans notre structure économique, ou sinon de manière générale, chaque acteur économique joue son rôle. Par rapport au commerce, le commerçant ou la FEC qui représente le patronat, Oui. La FEC a pour mission de sécuriser les intérêts de ses membres. Naturellement, on ne peut pas leur reprocher. Oui, de l'autre côté, nous, les ménages, nous voulons aussi maximiser notre utilité. C'est-à-dire que nous voulons acheter à moins cher ce qui est vendu sur le marché. Et de l'autre côté, les commerçants veulent vendre à cher pour maximiser leur profitabilité. Oui. C'est l'État qui est régulateur. Mais vous savez, dans le secteur économique, l'interventionnisme de l'État peut tuer l'économie. C'est-à-dire que si vous voulez résoudre le problème, il faut mettre, mettre ensemble les consommateurs, les vendeurs, ensemble et négocier. Lorsque l'État aura tous les éléments de la structure de prix, cette fois-là, l'État peut donner des orientations. Donc l'État a pris comment une décision de manière unilatérale. Ce qui veut dire quoi? Ce sont du pipeau. Madame, monsieur Félix, c'est que son fameux gouvernement vous vend du vent. C'est comme la baisse du prix de billets d'avion aussi. Hein, vous vend du vent. Parce que lui n'a rien à vendre. Il va faire quoi? Il va aller casser le porte de magasin pour commencer à vendre? Mais les importateurs là-bas, quand ils achètent leurs marchandises là, c'est quand même à un prix raisonnable. Quand ils viennent ici aussi. Non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit il faut. C'est par rapport aux taxes, il n'y a plus d'exonération. Notamment, il faut d'abord taxer, il faut d'abord analyser profondément la structure de prix. Oui. Quels sont les éléments inutiles qui sont repris dans la structure? Comme ça, on va prendre des décisions concertées. Parce qu'il est vrai, ils peuvent aussi profiter de la naïveté de l'administration pour gonfler des charges et faire en sorte qu'il y ait hausse de prix. La fixation doit se faire par négociation, par consensus, en respectant les intérêts des uns et des autres. C'est pourquoi Albert Youma appelle quand même à l'arbitrage du Premier ministre. Hein. Non mais voilà pourquoi, ce qui veut dire quoi? Il y a conflit entre l'État, qui est représenté par ces fameux ministres de l'économie. Non mais justement parce que là, on est dans le militantisme. Dans le politique publique, c'est pas comme ça. Si vous trouvez que dans la structure de prix, il y a des éléments qui résultent des décisions politiques et que vous voulez faire baisser les prix, la moindre des choses, prenez les décisions contraires. C'est-à-dire que s'il y avait gonflement par rapport aux charges d'exploitation liées au transport, liées aux frais de douane, liées à tout ce qu'il y a comme impôts et taxes, faut voir tout ça. Réduisez. Ce sont des instruments de politique conjoncturelle qui sont connus. C'est inculte. Mais jusque-là, ça n'a toujours pas été réduit. Hein. Non, mais madame, aujourd'hui, tous ceux qui ont défendu la thèse selon laquelle... C'est bien beau de prendre des décisions, mais il faut quand même aussi... Non, mais bien évidemment, madame. Ça, ce sont les ABC de la gouvernance. Tous ceux qui ont soutenu la thèse, disant qu'il y a eu consultation. Est-ce que si la FEC était consultée, pensez-vous vraiment que la FEC allait s'y opposer? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on nous a vendu du vent. La date. Peut-être la FEC aussi voit ses intérêts. Hein. Non, mais bien évidemment. À mon avis, le réseau qui t'a lobby, non. Non, mais attendez, madame, ce ne sont pas des enfants des cœurs. Moi, je ne peux pas prendre parti, position. Et puisque nous produisons rien aussi, voilà, madame, nous produisons. Quoi, par exemple? Je vous informe que nous produisons. Nous produisons quoi? Nous produisons presque l'essentiel de ce que nous consommons. Mais l'État n'a aucune statistique. Ce sont là des vérités. Pas d'industrie. Si vous allez à Goma, avant tout ce qu'il y a eu comme instabilité, il y a des pommes de terre là-bas. Il y a qui n'arrivent pas ici. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Même à Calémie, il y a des poissons qui n'arrivent pas ici. Non, mais effectivement, il y a des règlements. On doit arriver à systématiser l'économie pour que nous espérions résoudre nos problèmes. Créer des industries aussi. Hein, notamment, madame. Notre pêche est toujours artisanale. Effectivement, la difficulté aujourd'hui, nous naviguons à vue. Nous n'avons aucun plan de développement. Nous n'avons aucune politique économique cohérente. Nous n'avons pas des acteurs qui répondent aux critériums. Parce que le plus grand problème au Congo, c'est l'instabilité institutionnelle. Vous avez des gens qui ont été kabilocratiquement élus, qui n'ont aucune maîtrise de notion de gestion, qui n'ont jamais géré et qui ne veulent même pas apprendre à gérer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous des gens qui n'ont aucune vision. La seule vision qu'ils ont,
c'est de se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi ils prennent des décisions comme ça, ils réfléchissent. Je voudrais aujourd'hui défier ces fameux gouvernements. Si vous arrivez à faire baisser les prix et à les stabiliser, je vous soutiens. Ok. Oui, j'espère seulement que non, le gouvernement va y arriver. Hein. Il ne faut pas être un prophète de malheur. Non, mais le malheur, c'est Félix Tshisekedi. Ah bon, le malheur, c'est... Le malheur, c'est Félix Tshisekedi. Et ça n'engage parce que que, vous, non, bien évidemment, oui. Parce que nous étions dans l'élan du changement. On a organisé les élections, tout le monde voulait sanctionner les régimes. Et voilà, il a signé un pacte avec les diables. Nous payons le prix aujourd'hui. Eh bien, parlons santé maintenant. La RDC est face à la troisième vague de la Covid-19. Comment avez-vous trouvé les mesures restrictives qu'a pris le gouvernement? Non, mais je ne vois pas des mesures, madame. Je ne vois rien du tout. Avec les décisions... Non, mais les décisions qui sont appliquées où? Moi, je ne vois rien. Il y a fermeture des discothèques. Madame, je vous dis, c'est du pipeau. Il y a le couvre-feu. Oui, mais ça a toujours été, non? Quelles sont les mesures adaptées qui ont été prises? Parce que si vous voulez... Ces mesures ne sont pas appliquées. Non, mais madame, où? La solution n'est pas de fermer les terrasses. Vous fermez les terrasses. La décision ne peut pas être seulement fermer les terrasses. Vous fermez les terrasses. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Parce que tous ces acteurs-là, économiques, qui participent dans une faible mesure, dans une certaine mesure, dans la structure économique du pays, vous fermez les terrasses. Mais quelles sont les mesures palliatives que vous trouvez pour éponger les effets pervers de votre décision? Il n'y en a pas. Il doit y avoir quand même des mesures qui doivent accompagner. Hein, non, madame, je vous dis aujourd'hui, je peux défier parce quiconque. qu'au finish, c'est la population qui souffre. Hein. Non seulement il y a cette crise sanitaire, il y a la faim, tout ça. Et quand vous fermez des discothèques, les gens ne savent plus travailler. Ils vont, madame, payer les loyers et tout ça. Madame, je vous dis, ces fameux gouvernements n'ont aucun programme, n'ont aucun plan opérationnel. C'est du tâtonnement que nous vivons. Vous avez vu qu'on a pris des décisions par rapport au transport. Mais la maladie existe. Non, mais bien évidemment, je reconnais que la maladie existe. Oui. Mais je sens qu'il y a des tâtonnements. Il y a des contradictions. Il y a des chevauchements dans les actions. Ça vide la substance de tout ce que vous appelez décision. Lorsqu'un dirigeant prend la décision, il faut toujours qu'il y ait des mesures d'encadrement. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des gens qui ont été tués justement parce qu'ils n'ont pas porté des masques. Avec des amendes, hein. Bon, la police dit travailler avec la DGRK. Non, madame, vous savez très bien, dans aucun souci, vous allez trouver la DGRK. Vous le savez, madame, la DGRK n'est pas partout. Est-ce que partout il y a la police, il y a la DGRK? On vous arrête à 19h30, vous irez à la DGRK. Vous êtes en face d'un policier qui a besoin de s'acheter une bouteille de bière. Mais c'est moyennant une quittance. Non, mais madame, ça c'est ce qu'on vous dit. Vous vivez à la cité, vous connaissez nos réalités. Pouvez-vous aujourd'hui prendre l'engagement ou sinon faire la déclaration selon laquelle qu'aujourd'hui, toutes ces mesures-là sont appliquées? Donc, c'est qu'a dit le général Kassongo. Non, mais lui, il est exécutant. Oui. Ce n'est pas à lui de faire des discours. Lui, il est exécutant. Ceux qui ont pris les décisions, est-ce que lui, il est décideur? Il n'est pas décideur. Il ne fait qu'exécuter ce qu'on lui a dit. Mais ce qu'on lui a dit n'a rien de substantiel. Aucune bonne décision n'a été prise. Parce que ce qui est surprenant, vous apprendrez bientôt là, le personnel soignant affecté pour la Covid vont manifester pour avoir un retard de paiement de près de 8 mois. Depuis la première vague, deuxième vague, la gestion de cette pandémie. La gestion est opaque. Laisse à désirer. Hein. Voilà, on n'a toujours pas de suite, mais on a même appris qu'il y avait détournement avec le ministre, l'ex-ministre de la Santé, Eteni Longondo. On ne sait pas. Madame, ça continue. Avec l'IGF. Ça continue. Non, l'IGF ne veut pas enquêter à la présidence. Voyez-vous? C'est ça la difficulté. Parce que notre souci... L'IGF peut enquêter à la présidence. Non, ne peut pas. Ne vous fiez pas à ce qui est écrit. Officiellement, oui. Mais politiquement, non. L'IGF, c'est un bras séculier d'un parti politique. Puisqu'il y a un problème à la présidence. Non, mais lui-même est concerné par tout ce que vous fustigez. Donc la gestion Covid-19 en RDC est mal gérée. Non, mais bien évidemment. Parce que lorsque le personnel n'est pas géré, lorsqu'on ne sait même pas qui a géré le fonds, lorsqu'on ne connaît même pas la ventilation des dépenses, vous voulez qu'on dise? Il y a un sérieux problème. Alors, on commence déjà par chuter. Affaire 500 Jeep. Votre réaction? Bon, félicitations à M. Félix Tshisekedi. Le pays était
pratiquement On en mort. parle, hein, ça fait couler beaucoup d'encre. Non, mais bien évidemment, parce que sur les les gens sont réseaux surpris. sociaux, oui. Les détournements de fonds, la corruption a toujours caractérisé ces systèmes. Nous sommes dans le néo-kabylisme. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais ce pays, c'est qu'en tant que néo-kabiliste, ne peut que continuer cet élan-là. Madame, les députés n'ont pas droit quand même. Non, mais droit à quoi? Ils ont des avantages, les députés. Non, mais bien évidemment, c'est constitutionnel. Mais les immunités, la hiérarchisation de besoins. Lorsque votre enfant est malade, vous avez le droit à vous acheter des habits. Oui. Mais lorsque l'enfant est malade, il faut faire le choix. Ah bah, il faut connaître la priorité. Hein. Ah, voilà. C'est ça le problème aussi. Si vous voulez effectivement acheter les jeeps, pourquoi n'avoir pas acheté les jeeps pour le personnel militaire qui sont dans la partie Est, qui sont en train de faire des patrouilles pour exécuter cette mauvaise décision de l'état de siège? Les ambulances aussi. Hein. Non, mais voilà pourquoi je vous dis. Les respirateurs, il n'y a pas de respirateurs dans des hôpitaux parce que le nombre de cas de l'augmentation, hein, l'augmentation de cas en RDC en tout cas. Non, mais madame, apparemment vous réfléchissez bien que le gouvernement, ça c'est quand même exceptionnel. Il y a 57 personnes qui sont payées par l'État. Si eux n'arrivent pas à réfléchir comme vous, ce qui veut dire que c'est un gouvernement inutile. 500 fois combien? Non, mais attendez, ouais. Même si c'était à $100, le problème c'est un problème de hiérarchisation de besoins. Parce que si on prend le calcul tel que fait, ça fait 27,5 millions de dollars. On pouvait acheter les Jeeps 4x4 et donner aux militaires qui sont en train de faire des opérations dans la partie Est. Comme ça, on allait sécuriser tout le monde. Si on voulait payer les enseignants, il y a plus de près de 300 000 enseignants qui sont toujours impayés jusqu'aujourd'hui. Si on leur donnait ne fût-ce que $100, on allait payer à combien de personnes? C'est un problème de choix. Et pendant ce temps aussi, à Kimbanseke, un enfant n'a pas le droit de prendre son petit déjeuner correctement. On a fait quand même, je suis allée dans des communes un peu là et ça m'a fait vraiment très mal. Le pain, bazo lukali paisate. Non, mais madame, de courant, de l'électricité, la régie des eaux, c'est trop compliqué. Non, mais madame, là vous parlez de Kinshasa. Allez à l'arrière-pays. J'y étais. Kassai. Allez à l'arrière-pays, partout. Là-bas, on doit décréter quand même l'état de siège. Hein. Madame. Il y a insécurité, côté manger et tout ça. Madame. Insécurité alimentaire. Nous assistons là à une forme d'euthanasie. On accompagne la population à la mort. Madame, le pays va très mal. Il y a des provinces qui n'ont pas le budget de 27 000. Mais ça n'a pas commencé par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a trouvé aussi ces pays dans un état vraiment chaotique. Hein. Il faut aussi comprendre. Donc vous confirmez qu'il a un pouvoir inutile? Non, pas un pouvoir inutile. Il ne peut pas tout changer. Non, mais attendez, madame, s'il vous plaît. S'il ne peut pas... Il faut aussi changer. Madame, s'il vous plaît. Oui, allez-y. S'il ne peut pas... S'il a trouvé tout le problème et que lui ne peut pas apporter... Il trouve quand même de voies et moyens. Non, mais comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple? Parce qu'il a multiplié par 3. Mais l'état de droit, on est en train d'arrêter quand même les détournements. Non, mais lui n'est pas arrêté. Vous parlez de quel état de droit? Quel est le membre de l'UDPS qui a été arrêté? Vous voulez qu'on vous montre les documents? Comment l'argent de l'État a été dilapidé? Vous voulez qu'on vous parle du programme des 100 jours avec la responsabilité de gestion de M. Félix Tshisekedi? Est-ce que lui est arrêté? Quel est le membre de la famille de Félix Tshisekedi, le membre de la famille politique qui a été arrêté? Qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous entendez par état de droit? L'état de droit ne veut pas dire arrêter les adversaires. L'état de droit, c'est de faire respecter la loi. Qui a dit à M. Félix Tshisekedi qu'il avait le pouvoir de concevoir un programme dit de 100 jours? Il y a eu des détournements. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'au regard de... C'est pourquoi Kamere est en prison. Non, mais attendez, madame, Kamere est en prison. Matata Ponyo avec Bukanga Lonzo aussi, mais bon, les sénateurs ont refusé. Et Teni Longondo? Et Dieu donné le beau. Et M. Félix Tshisekedi, pourquoi lui n'est pas arrêté? Arrêté? Mais c'est le président de la République. Non, mais est-ce que la Constitution interdit qu'on arrête un président de la République? Mais il faut mener des enquêtes. Non, mais quelles enquêtes? Attendez, vous avez cité Kamere ici, non? Vous avez dit qu'il a été arrêté. Oui, parce qu'on a mené des enquêtes. Qui a mené les enquêtes? Moi, je vous donne mes enquêtes à moi et mes conclusions. Qui est le concepteur du programme de 100 jours? C'est M. Félix Tshisekedi. Qui l'a présenté? C'est M. Félix Tshisekedi. Qui a transféré le pouvoir d'agir à Kamere? C'est M. Félix Tshisekedi. Qui a fait l'évaluation à 4 reprises? C'est M. Félix Tshisekedi. Qui a été satisfait? C'est M. Félix Tshisekedi. Et pourquoi lui n'est pas arrêté? Voyez-vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Nous avons fait un revirement à 180 degrés et tout le monde pense que nous sommes dans le bon. Non, le pays se meurt. Nous sommes gérés par des criminels économiques. Un président qui vous touche pratiquement 2 millions de dollars le mois. Et vous trouvez que c'est normal ça? Lorsque vous parlez de communes, moi je vous parle de toute la République. Aujourd'hui, il y a dans nos provinces où il n'y a même pas de l'eau. Il n'y a rien du tout. Mais vous payez à un président de la République 25 millions de dollars le mois. Et lui se permet de donner aux députés qui sont déjà suffisamment traités 27 500 000 dollars. C'était budgétisé? Non. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes là justement comme des figurants. Monsieur Félix Tshisekedi s'est fait une obésité financière. Tout le monde le constate et personne n'a le courage de le dire. Parce que vous tous, vous avez peur de la prison. Non, madame. Nous sommes Congolais. Nous sommes tous copropriétaires de ces pays. Monsieur Félix Tshisekedi n'a pas le certificat d'enregistrement de la République. Pour faire ce qu'il veut. S'il veut se conformer à la Constitution, c'est bon. S'il ne veut pas se conformer à la Constitution, on va enclencher l'article 64. On n'a pas de choix, madame. Bien. Alors, déjà, ce mercredi 30 juin, la RDC va célébrer 61e anniversaire, je crois. Alors, quel bilan faites-vous? Non, mais le bilan le plus mitigé... Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Est-ce que depuis Mobutu, Lumumba, jusqu'à ce jour, la RDC a évolué? Il y a eu progression ou régression? Non, mais sur le plan sociopolitique. Non, mais effectivement, sur le plan démographique, il y a eu progression. Si nous étions au nombre de 22 millions, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 105 millions. Sur le plan de besoins, nous constatons qu'il n'y a rien. Personne n'a trouvé le besoin d'être satisfait. Nous sommes encore dans le débat physiologique. Tout le Congolais cherche à manger chaque jour. Il y a des gens qui souffrent, qui meurent de faim. Le chômage aussi. Le chômage bat le plein. La demande en éducation pose problème. La qualité pose problème. Mais ce qui est surprenant, la pire de choses que nous avons connues en 61 ans, c'est de voir que M. Félix Tshisekedi a fléchi devant le Rwanda, madame. Lumumba est mort pour rien. Papa Kassavou est mort pour rien. Ces gens qui se sont battus pour la dignité. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a fléchi devant le Rwanda. Quelle humiliation! Un pays sur le plan démographique qui est faible par rapport au Congo, sur le plan géographique qui est faible par rapport au Congo, et voilà, la qualité de cerveau de M. Kagame a fait fléchir M. Félix Tshisekedi. C'est de la haute trahison. Et je suis sûr et certain, là où Papa Kassavou est aujourd'hui... Vous voulez dire par là que chez nous, il n'y a pas de qualité de la cerveau. plus grande humiliation que nous avons connue, c'est avec M. Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire que nous avons connu un revirement à 180 degrés. Nous devons donc nous battre. Il est temps pour que tous les nationalistes s'élèvent. Nous pouvons tout accepter, sauf fléchir devant le Rwanda et jeter en pâture la mémoire de plus de 6 millions de personnes qui ont été tuées par le Rwanda. Les bilans sociaux, selon vous, le peuple d'abord... Non, mais la meilleure des questions, c'est de poser à M. Félix Tshisekedi. Est-ce que les conditions de vie des parlementaires debout a changé? Commençons d'abord par là. Si vous ne voulez pas parler du peuple, je suis d'accord. Mais les parlementaires debout de l'UDPS, ils sont toujours là. Non, mais voilà. C'est-à-dire que même eux ne se retrouvent pas. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'est pas à notre service. Il sert le Rwanda, il sert l'Ouganda. Jusqu'à telle enseigne qu'il y a un président étranger qui est venu construire une route chez nous. Est-ce que le Parlement a été informé? Voyez-vous? C'est ça l'humiliation. Nous nous battons pour la paix, nous nous battons pour le pain, mais nous nous battons surtout pour la dignité. Et comment voyez-vous l'avenir de la RDC sombre ou radieux? Non, mais l'avenir de la RDC sera sombre avec Félix Tshisekedi. L'avenir de la RDC sera radieux dès lors que le Congolais va enclencher l'article 64. Il n'y a pas d'autre voie en dehors de la révolution. C'est Félix Tshisekedi qui complique selon vous? Non, mais c'est lui le malheur de la République. C'est lui qui viendra après. Non, mais attendez. Le jour où on aura un ancien président en prison, ça sera l'élément déclencheur du débat. Merci beaucoup, monsieur Alain Bolodjoa. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui vous... Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir monsieur Alain Bolodjoa, qui est initiateur du parti le BAT. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie. Revenez quand vous voulez. C'est la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine et bonne fête de l'indépendance.